nous avons un débat sur l'éducation, urbanité officiellement et civisme. Et nous allons commencer par un court pitch sur Fluicity, une start-up qui va nous être expliquée très vite. L'année dernière, 61% des jeunes n'ont pas été votés au municipal en France. C'est un record. Et c'est sans compter les 3 millions de Français qui ne se sont même pas inscrits sur les listes électorales. Fluicity est né d'un constat que la participation commence en bas de chez soi. C'est à l'échelle des villes, sur des sujets très tangibles de la vie quotidienne, que nous voulons redonner envie aux citoyens de co-construire l'espace public et ainsi rejoindre les faiseurs qui déjà au niveau local s'activent. Fluicity, concrètement, c'est une plateforme web et mobile. Pour donner envie aux citoyens de participer, nous pensons qu'il faut d'abord mieux l'informer. Fluicity propose le fil d'actualité de votre quartier, centré sur vos centres d'intérêt. L'actualité est enrichie par les associations, la mairie, les médias locaux et les sociétés actives sur le territoire. Les citoyens veulent aussi que leur opinion soit entendue. Fluicity propose un espace de collaboration direct avec les élus. Répondez à des consultations, proposez vos idées et recevez des réponses. Fluicity, les citoyens, veulent aussi que leur opinion ait un impact concret. Fluicity analyse les données et apporte aux décideurs locaux une plateforme de décision avec des infographies, des cartographies et des baromètres d'idées et d'opinion. La plateforme est neutre et indépendante et protège les données personnelles qui sont anonymes et stockées sur des serveurs sécurisés. Nous n'utilisons pas les données à des fins de publicité. Il y a de près 15 jours, Fluicity s'est lancé dans la commune de Vernon. Les citoyens et les contributeurs ont répondu présents, avec à peu près 30% de réponses sur chacune de nos consultations. Et très bientôt, Fluicity aura la chance de se lancer dans un arrondissement à Paris. Avec ces premières collectivités, nous voulons tester notre solution. Et surtout auprès des jeunes qui souvent n'ont pas le temps d'aller au conseil de quartier, mais ont un smartphone. C'est un début, le début d'un mouvement qui ne peut que s'accélérer. Et surtout, c'est une nouvelle manière de faire collaborer sur un même espace les élus, les citoyens, les associations et les entrepreneurs. C'est à nous d'agir aujourd'hui, de construire ensemble la ville de demain. Merci. Merci beaucoup. Messieurs, je vous invite à vous présenter vous-même brièvement et ensuite on passera à la discussion. Édouard. Bonjour, je suis Édouard Husson, je suis universitaire. Aujourd'hui, je suis numéro 2 vice-président plus exactement de Paris Sciences et Lettres, qui est l'une des grandes universités émergentes par le regroupement d'institutions prestigieuses au cœur de Paris, puisque nous avons Normal Sup, les Mines, Dauphine et Chimie ParisTech et beaucoup d'autres. Et nous essayons de faire un petit Cambridge au cœur de Paris. On va y arriver en quelques années. Frédéric Chevalier. Oui, Frédéric Chevalier, entrepreneur depuis pas mal d'années, puisque j'étais étudiant. Quand j'ai créé ma propre entreprise, j'avais 19 ans et porteur d'un projet qu'on évoquera probablement quelques minutes tout à l'heure, qui est The Camp, qui est un projet de campus universitaire. Merci. Max. Donc, Max Armanet, donc je suis directeur éditorial de la Tribune et le directeur de ce forum. Et urbanité, civisme, éducation sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, puisque en 2005, j'ai lancé l'initiative du service civique obligatoire. Et donc c'est un des termes de l'équation qui nous est proposé aujourd'hui. Merci. Alors, d'abord, nous avons eu un intéressant lapsus. Le titre officiel qui est sur le programme, c'est Éducation, urbanité, civisme. Et puis, il y a un mail qui a circulé entre nous et qui disait Éducation, urbanisme, civisme. Et c'est Frédéric, moi je ne m'étais pas rendu compte, pour dire la vérité, c'est Frédéric qui a repéré le lapsus
Qu'est-ce que ça t'inspire, Frédéric? Non, mais alors, effectivement, les deux étaient possibles, en l'occurrence. On aurait pu parler, effectivement, et l'ordre, d'ailleurs, aussi, on aurait pu l'inverser. Vous avez parlé, vous, d'urbanité, d'éducation et de civisme. On aurait pu le mettre dans le désordre. Et on aurait pu parler d'urbanisme, d'éducation et de civisme. Et pour tout vous dire, d'ailleurs, j'ai pensé, moi, s'agissant d'un forum sur la Smart City, qu'on parlait bien d'urbanisme et non d'urbanité, puisque l'urbanité, au sens propre, c'est en résonance avec le civisme, puisque c'est globalement lié à la politesse, au comportement, donc à une notion de civisme. Donc, pour moi, dans un forum comme celui-là, le questionnement autour des liens qu'il y a entre les enjeux de l'urbanisme et les conséquences que l'urbanisme peut avoir sur les enjeux d'éducation ou de civisme, c'est un vrai sujet qui a été étudié depuis longues années. Et depuis maintenant longtemps, il n'y a plus de débat sur le fait qu'il y a effectivement des liens très importants de cause à effet entre la façon dont on pense les villes, dont on construit les espaces communs et les effets que ça peut avoir, positifs ou négatifs, sur l'éducation et sur le vivre ensemble. Et donc on aurait pu effectivement traiter ce thème autour de l'urbanisme et de l'urbanité. Merci, Édouard. Moi, je trouve que le lapsus est à la fois passionnant et révélateur, parce que il y a une dizaine, une quinzaine d'années, quand on parlait des villes du futur, on parlait surtout de technologie, on parlait organisation urbaine, on parlait d'urbanisme. Aujourd'hui, urbanité signifie qu'on veut mettre le facteur humain au cœur de la réflexion sur les smart cities. Et d'ailleurs, voilà, l'humain et la machine se disputent le côté smart. C'est bien ça, l'un des enjeux. Certains voulant faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc le lapsus est, je crois, la meilleure introduction qu'on pouvait imaginer à ce débat. Pourquoi se disputent? Parce que je pense que il y a toujours la vieille fascination je pense que l'homme a toujours tendance à avoir peur de sa propre créativité en même temps qu'il est fasciné par elle. Et donc l'idée de la machine qui pourrait remplacer l'homme, quand on pense à tout ce qui est véhiculé par le transhumanisme par exemple, mais c'est pas la seule, c'est aussi les villes ultra technologiques d'Extrême-Orient. Tout ça montre bien que souvent l'homme est tenté d'abdiquer finalement sa responsabilité. Et je crois qu'on remet la responsabilité au cœur de la ville aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est d'autant plus important ce qui vient d'être dit, c'est que cette préoccupation sur la place de l'homme vis-à-vis des technologies est un questionnement très européen, voire très français. Très français. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt rassurant, parce que quand on regarde comment les Américains ou les Coréens pensent le monde de demain, vous avez évoqué le courant transhumaniste, etc. On voit bien qu'il y a une forme de technophilie aux États-Unis, en Corée ou sur d'autres continents qui est quand même, qui peut nous donner un centre de préoccupation. Donc il me paraît effectivement important que l'Europe, de manière générale, et la France en particulier, reprennent un petit peu, rentrent dans la locomotive de ces réflexions autour du monde de demain, des villes de demain, parce que effectivement la France portera une réflexion qui sera probablement sur un paradigme différent de ce que font les Américains ou les Coréens, pour ne citer que. Donc c'est effectivement très important que la France reprenne le lead là-dessus, parce que le développement des technologies peut nous réserver quand même un certain nombre de mauvaises surprises dans quelques années. Max, sur le lapsus. Le lapsus. Il vient de quelque part.
l'idée, puisque donc j'ai une responsabilité avec mon ami Carlos Moreno dans la construction de ce titre, URBS et civisme, d'un côté il y a l'URBS et de l'autre côté la cité, c'est deux façons d'envisager la ville. Et c'est intéressant puisque la civilisation naît dans la ville. Donc civilisation, donc éducation. Et on ne peut pas, une civilisation se reconnaît à la façon dont elle éduque, c'est-à-dire dont elle va transmettre aux nouvelles générations. D'où dans la construction de ce débat, d'avoir un concept nouveau qui est celui de Frédéric The Camp, parce qu'il va falloir justement ne pas abdiquer l'intelligence. L'intelligence, c'est humain. L'intelligence artificielle, si jamais elle prenait le pas sur l'intelligence humaine, c'est le film 2001, l'Odyssée de l'espace, ce serait dramatique. Donc se battre pour mettre l'homme au cœur, le citoyen, l'usager, c'est vraiment un enjeu fondamental. Donc c'est lié fondamentalement avec l'éducation. La conception qu'on a de la ville est liée urbanité, urbanisme, c'est un vrai sujet de débat. Et donc, les lieux de savoir, on avait peut-être tendance à les considérer en silos jusqu'à présent. Aujourd'hui, il faut sortir de ces silos. Donc, quelles sont les nouvelles dynamiques qu'on va imaginer, donc aussi bien dans des établissements qui ont une renommée internationale, et puis des lieux qu'il faut créer, inventer, qui vont créer une interaction en particulier avec le monde du travail, c'est important. Et j'aimerais faire une ouverture en disant, voilà, on vient de vivre des attentats terribles au cœur de Paris, au cœur de la ville. Est-ce que l'éducation, est-ce que l'apprentissage du civisme, est-ce que l'apprentissage de l'urbanité, ce sont des armes plus efficaces qu'une présence policière à tous les coins de rue? Oui, non, mais de toute façon, vous savez, de manière générale, du moment où on a fait la démonstration depuis 20 ans que l'urbanisme impactait de manière directe l'éducation et le civisme, j'ai envie de répondre que la réponse elle est là. Traitons la cause plutôt que la conséquence, parce que la présence policière, comme vous le dites, elle n'est là que pour traiter c'est d'ordre de la conséquence. On sait qu'effectivement, à la cause de tout cela, il y a l'urbanisme, la façon dont on conçoit nos villes, pas que ça, mais ça fait partie des éléments de cause dont il faut s'occuper. Et effectivement, les changements actuels, les défis sont tellement gigantesques que, effectivement, ça met nos organisations en grande difficulté. Donc ça oblige nos grandes organisations à se réformer de manière considérable, ce qui est évidemment pour des grandes organisations comme les grandes universités, grandes écoles, un vrai défi. Et ça ouvre aussi probablement un certain nombre d'opportunités à la création de lieux nouveaux qui sont effectivement nés de ces nouveaux paradigmes du XXIe siècle. Alors, pour terminer cette partie du débat, j'ai été chercher une définition du mot urbanité que j'ai trouvée dans le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Il y a 3 points. Le premier, c'est manière civile des anciens Romains. Le deuxième, c'est politesse fine et délicate, manière dans lesquelles entre beaucoup d'affabilité naturelle et d'usage du monde. Et le troisième, c'est caractère de ce qui fait une ville. Alors, maintenant, je pense que ce serait intéressant, vous avez tous les trois, chacun de vous trois, des expériences dans ce domaine. Comment vous abordez cette question qui nous est posée dans vos expériences? On va peut-être commencer par Frédéric, et on va commencer par un film qui va nous montrer ce qu'est The Camp, et à partir de là, tu nous expliqueras ce que c'est plus en détail, et on passera à chacun d'entre vous. The ultimate place for creativity, a center of activity at the cutting edge of connected technologies, a place for development and inventiveness. The Camp.
Over 17 acres of nature in the heart of Provence, France. Unique, open, architectural surroundings and a friendly and collaborative environment. People will come here to learn, imagine, and experience tomorrow's world. Tomorrow's world is right before our eyes. Megacities, an expanding population, a dramatic increase in the number of connected objects and individuals. The 21st century is already marked by major challenges in the fields of economy, education, transport, energy, labor, health, and community life. Our world needs creativity, ideas, and solutions yet to be invented. These will come not only from science, mass data, and technologies, but also from design, collective imagination and intelligence, a sense of responsibility, and a respect for others. This is the camp's purpose: to host students, executives, and creatives from all over the world who come to acquire new skills and share their various talents. Nurturing to bring ideas, projects, companies to generate and deploy solutions to serve humanity. That will change our way of life, mobility, communication, objects, to prepare ourselves for the future. A synthesis of technologies, knowledge, and exchange, bringing together artistic and technical talents. The camp is a resource for the future, where participants will become enriched as they learn and create together. Creating the future, the camp. Alors Frédéric, quelques précisions. Oui, dire, parce que les images de synthèse sont tellement extraordinaires qu'on a l'impression que le lieu existe. Alors il est en construction, et ce nouveau campus que vous venez de voir ouvrira ses portes au printemps 2017. Donc c'est, comme on le voit, effectivement un projet architectural nouveau et surtout un écosystème qu'on a voulu créer face aux enjeux de transformation considérables du monde d'aujourd'hui et auxquels, on l'a dit, la France et l'Europe du Sud en particulier sont, de mon point de vue, très mal préparées. On a parlé effectivement de cette accélération en termes de transformation, qui sont liées d'ailleurs en partie au numérique, aux puissances de calcul, aux convergences en termes de technologies. Tout ça est en train de transformer le monde de manière absolument considérable, ouvre des nouveaux paradigmes. Et moi, je considère, je crois que c'est assez partagé, que la France et l'Europe en général, l'Europe du Sud en particulier, est extrêmement mal préparée. Mais c'est vrai d'ailleurs pour le privé, les entreprises, et c'est vrai pour le public. La France et l'Europe du Sud, c'est absolument pas préparé à ces enjeux de transformation, en tous les cas mal. Et ça va nous obliger à transformer nos organisations de manière assez radicale pour faire émerger des nouvelles organisations beaucoup plus transdisciplinaires, Max en a parlé, beaucoup plus transculturelles, transgénérationnelles aussi, pour aider encore une fois à la fois les entreprises à gérer ces enjeux de transformation et à l'État et aux collectivités qui sont face à des défis qu'elles ne sont absolument pas prêtes à relever aujourd'hui, et notamment le défi urbain. Quand on voit ce qui se prépare, les problèmes qui vont être posés aux villes, aux métropoles dans le monde dans les années qui viennent en termes de mobilité, d'énergie, de santé, etc., on voit bien qu'on a besoin que nos lieux d'éducation, de formation et de transformation ou d'expérimentation se mobilisent. Ceci dit, je remarque que nous avons tous vu que ça se situait essentiellement à la campagne. Et donc, comment est-ce que tu abordes la question de la ville en étant à la campagne? Quelle est la richesse de cette contradiction? Non, mais là, il n'y a pas de contradiction. L'objectif était, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on parlait de l'importance des lieux de vie par rapport à l'émergence de toute cette plateforme numérique d'éducation et de formation. Et effectivement, il va y avoir des outils numériques de formation et d'éducation considérables et qui, évidemment, font que le lieu physique n'a plus d'importance. Mais on évoquait l'importance des lieux physiques pour que les gens vivent ensemble un certain nombre d'expériences. Et en l'occurrence, on a considéré
que pour faire vivre ces expériences à ces étudiants, à ces cadres supérieurs, à ces entreprises start-up, on a considéré que le fait de construire un campus en Provence était de nature beaucoup plus attractive que de le faire en plein Paris, même si on traite dans ce campus de sujets profondément urbains. Voilà. Max, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste une réflexion. C'est important, effectivement, puisqu'on parlait d'éducation, que l'univers étudiant soit connecté avec la ville. L'enjeu de la Smart City, c'est les mobilités, entre autres. Et pour être proche, est-ce qu'on a besoin d'être dans ? Et ça, c'est une équation qui est à reconsidérer. Les universités françaises, géographiquement, elles se sont construites dans les cœurs des villes, mais en même temps, quand on voit la Sorbonne, quand elle a été construite, la Sorbonne, elle était en limite de Paris, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, on était au champ. Donc l'idée de campus, tel qu'on voit sur les grandes universités américaines, où CLA, ça ne ressemble pas à une université telle qu'on... On doit changer, on doit faire évoluer. Donc quand on regarde The Camp, c'est entre deux très grosses agglomérations, Marseille et Aix. Donc c'est pas perdu dans une campagne dans le Luberon de manière très bucolique. C'est effectivement quelque chose qui peut poser le paradigme de la nature. C'est-à-dire que la ville, on ne la réussira à la réinventer que si on intègre la nature et pas seulement de manière paysagère. C'est-à-dire on met des petites fleurs à droite, à gauche. La relation avec la nature, avec l'environnement, avec le climat, ce sont des choses fondamentales. Et ce qui est intéressant dans The Camp, c'est une initiative qui pose ce sujet de presque d'éco-quartier. Dans la réinvention, on a quand même une université qui est une des premières au monde, qui a une réputation internationale, qui est en train de se réformer, de créer des alliances, de créer un centre gravitaire nouveau. Mais le lien avec l'environnement, la nature, il va falloir se le poser. Également, un point, nous sommes à côté d'une école qui s'appelle l'école Saint-Méry. C'est la première et peut-être seule école à air ouverte qui a été construite en France au moment de la construction du centre Pompidou. C'était une école expérimentale. Pourquoi air ouvert ? Parce qu'on enseigne pas de la même manière quand il n'y a pas de mur que quand il y en a. Et ce qui se passe, ce sont des méthodes interactives. L'Éducation nationale en a fait une école expérimentale pour pouvoir continuer à construire les mêmes écoles en 2015 que celles sous Napoléon, c'est-à-dire avec un tableau au fond, le bureau du maître au fond, devant le tableau, 3 rangées de pupitres et des gens qui vont passer 1 heure à écouter toujours dans la même direction. La canalisation du regard est napoléonien dans la transmission de l'éducation en France. Donc il y a des choses à changer. Et The Camp pose cette question de l'architecture. Moi, je me souviens, donc Saint-Méry, il se trouve que j'ai fait des études d'architecture et j'avais fait un mémoire sur Saint-Méry. Et c'était formidable d'imaginer quand l'architecture, l'urbanisme, et c'est la question que nos 2 amis posaient, on change la relation à la place dans la cité, à l'éducation, à la relation avec l'autre. Édouard. On a dit beaucoup de choses déjà. Je voudrais réagir sur un point. L'Europe du Sud, c'est très intéressant ce qui s'y passe en ce moment, parce que si on prend votre initiative de Camp, si on regarde ce qui se fait à Barcelone, il y a quelques années, j'allais très souvent à Turin et je travaillais avec le Polytechnico. Madrid est en train de lancer, la Polytechnica de Madrid est en train de lancer un programme transatlantique passionnant sur l'avenir des villes. Moi, je pense qu'il y a au contraire une effervescence. Je suis d'accord avec vous que sans doute les dirigeants ne sont pas préparés, mais dans le monde des chercheurs, dans le monde académique, dans le monde de tous ceux qui sont à l'interface avec les entreprises pour créer la connaissance et l'innovation, je pense qu'il y a une conscience très forte du sujet. Et tant mieux d'ailleurs.
Je formulerai un peu différemment ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une inadaptation des catégories mentales de nos dirigeants au monde de la révolution numérique et des villes intelligentes. Parce que, si vous voulez, pendant longtemps, on a dit on ne dirige pas un pays depuis une capitale, c'est pas vrai, c'est fini, ça, etc. Mais on a fait une super capitale européenne et on pense qu'on va régler tous les problèmes depuis un endroit. Or, en fait, le monde de demain, c'est un monde qui est hyper décentralisé, mais vous disiez tout à l'heure, l'éducation nationale a décidé de faire une école expérimentale, mais ça, c'est le XXe siècle ou même le XIXe. La question, c'est demain, quelle sera la latitude dans un cadre extrêmement réglementé, éducatif, pour une communauté urbaine, une communauté de quartier, pour faire émerger une école, une smart school, une école intelligente, avec une pédagogie innovante, et on n'aura pas besoin d'envoyer des inspecteurs. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Simplement, il faudra être sûr qu'il y a des capacités de régulation, etc. Bon, mais c'est un monde tout à fait différent. Et ça, je crois que c'est très, très important. Alors, vous savez, c'est tous les systèmes institutionnels qui sont complètement remis en cause. Aujourd'hui, le grand défi pour les universités, les écoles, c'est de se connecter au monde, c'est de se connecter entre elles, c'est l'interdisciplinaire, ce sont les interfaces, et c'est la circulation des étudiants, la mobilité. L'ensemble Paris Sciences et Lettres dont j'ai... Parlez-nous un peu de Paris Sciences Voilà, et Lettres. c'est une aventure tout à fait extraordinaire puisqu'elle commence vers 2010 à peu près. Un certain nombre de prestigieux établissements français se rendent compte, parce qu'ils sont plus internationalisés peut-être que d'autres, je pense à Normal Sup, je pense à l'Institut Curie, je pense au Collège de France, je pense à l'ESPCI, à Chimie ParisTech, à Dauphine, pour ne citer que cela, se rendent compte qu'ils sont dépassés par les enjeux du monde d'aujourd'hui, et puis qu'ils ne forment pas forcément les gens de la bonne manière. Et ils décident de se mettre ensemble puisqu'il y a un climat qui est favorable, un climat public. Là, c'était très bien d'ailleurs l'État stratège qui a donné l'impulsion. Il y a un appel qui s'appelle Initiative d'excellence, ils postulent, ils gagnent parce que un jury international, c'est pas l'État qui décide, c'est un jury international qui évalue et qui dit c'est bravo, votre projet, il nous parle du 21e siècle. Il ne regarde pas vers Napoléon, pour reprendre votre image. Et alors, ce qui est en train de se passer est tout à fait extraordinaire parce qu'au début on a dit oui, c'est un consortium, c'était pour avoir de l'argent de l'État. Et en fait, c'est en train de se construire comme un ensemble où on crée en permanence des programmes interdisciplinaires, des masters qui sont communs à plusieurs écoles, de la mobilité étudiante. Je vais vous donner un exemple, c'est presque un scoop. Dans quelques semaines, l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'École des mines de Paris et Paris-Dauphine vont annoncer ensemble la création d'une école internationale de la mode et du luxe. Elles le font dans ce cadre, Paris Sciences et Lettres. Pourquoi ? Parce que simplement, elles se sont parlé, elles faisaient de la veille, et elles sont dans le même ensemble, elles ont découvert qu'elles avaient envie de faire la même chose. Il y a 20 ans, elles n'auraient pas pensé à le faire. Et ça, bien sûr, c'est l'avenir, c'est ce dialogue-là. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure sur les villes, sur la mobilité, ça se joue en petit, comme dans un microcosme au niveau universitaire. Petite question, est-ce qu'on peut prendre des cours à Paris Sciences et Lettres ou on prend des cours dans une de ces écoles qui sont reliées au sommet par le chapeau institutionnel Paris Sciences et Lettres? Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. Si vous allez sur le site internet qui s'appelle PSL Explore, vous allez avoir accès à des MOOC qui sont des MOOC de Paris Sciences et Lettres. Certains ont été faits en commun par plusieurs écoles, d'autres ont été faits par une école. Même chose pour les cours. Je vous parlais de l'école de la mode, mais vous avez d'autres programmes. Par exemple, il y a 5 très belles écoles d'art qui sont situées à Paris, le Conservatoire d'art dramatique, le Conservatoire de musique, la FEMIS, les Beaux-Arts et l'ENSAD, qui ont créé ensemble un doctorat en art. Ce sont des artistes qui s'interrogent sur leur pratique de l'art et ils sont déjà une bonne trentaine. Et voilà, donc ils ne se demandent pas où ils vont s'inscrire en doctorat, ils s'inscrivent à Paris Sciences et Lettres et après ils peuvent être dans un des établissements, bien sûr. Alors Max, juste pour réagir, cette éducation qui est en marche, on voit que c'est les centres pédagogiques, universitaires, académiques, qui parlent entre eux et qui décident, tiens, on a un projet, et du coup, ils sont pertinents.
ça passe pas par le ministère, par cette vision napoléonienne qu'on a, où il faut aller traverser la Seine et demander l'autorisation. Jusqu'à peu, c'était comme ça que ça se passait. C'était complètement archaïque, complètement rétrograde, complètement réactionnaire. Et ces initiatives, The Camp, quand on voit, ça ne ressemble pas aux écoles qu'on construit encore. On voit les chantiers. C'est la même architecture que sous Napoléon. Alors peut-être des petits arbres en plus, mais la révolution de l'éducation, et donc tout ce que ça va avoir en conséquence sur l'urbanité, l'urbanisme, c'est les acteurs qui vont l'apporter. C'est la capacité d'innover qui va changer notre vie. Si on attend que ce soit le pouvoir central, comme sur le climat, c'est les métropoles, les 1000 maires qui vont venir, qui vont être les acteurs les plus efficaces. Si on attend que ça passe par l'État, on est mort. Je voudrais qu'on ne se trompe pas de discussion dans ce débat. Ce débat n'est pas l'éducation. Tout ce que tu dis sur l'éducation, je souscris à 1000%. Mais le débat, c'est l'urbanisme ou la ville, pour ne pas reprendre les termes du sujet, et l'éducation. Et je voudrais qu'on reste là-dedans, si c'est possible. Alors, toi, tu as une initiative, tu as lancé une initiative en 2005. Est-ce que tu peux très brièvement, parce que ça touche le 3e point du problème qui nous est posé, qui est le civisme, tu as proposé un service civique en 2005, avec, si je me rappelle bien, Germaine Tillon, Edgar Morin et d'autres. Dis-nous très brièvement de quoi il s'agit, et on reviendra sur le rapport, et je voudrais qu'on reste là-dessus, entre éducation et ville. Tout à fait. Donc le civisme, c'est la qualité première qui doit permettre de vivre là où il y a une communauté humaine. Et donc le constat, c'était en 2005, après les émeutes de banlieue. On avait entendu certains dirigeants politiques, président de la République et chef du gouvernement, dire en gros, notre problème, c'est qu'il faut occuper les jeunes. Quand les jeunes sont désœuvrés, regardez, ils brûlent des voitures et c'est pas bien. Et donc j'avais été auparavant interpellé par Germaine Tillon, puisqu'on réfléchissait là-dessus. Il disait, mais le problème, c'est pas d'occuper les jeunes, c'est de leur donner une raison de vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait société? Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se revendiquer? Et on l'a vu encore spontanément, les gens chantaient la Marseillaise après les attentats. C'est ça qui fait le civisme. Et le civisme, on est parti de ce constat, c'est un acquis, c'est pas un inné. On ne naît pas bon citoyen. On peut être français de souche depuis X générations, être un très mauvais citoyen. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on apprend les codes, liberté, égalité, fraternité, laïcité, par exemple, qui permettent de faire société, de se reconnaître, d'accepter la différence, d'accepter le dissensus, de construire des consensus, éventuellement d'évoluer vers des compromis. Donc on a imaginé un service civique, donc avec Edgar Morin, René Raymond, Théo Klein, Stéphane Hessel, Jean Daniel, et l'idée c'était comment on apprend le civisme. Et le civisme, c'est une pratique. C'est pas la pièce jetée, c'est la main tendue. C'est une pratique, le civisme. Donc il faut la mettre en œuvre. Et donc c'est ce que l'entreprise que dirige, le service que dirige François Chérec, et qui va passer à 150 000 membres cette année. Donc on s'est rendu compte après Charlie que la réponse par rapport à la menace islamique, c'était pas de faire une société policière, c'était au contraire de faire que chacun soit le gardien de son frère, pour reprendre cette expression. Donc c'est une formation. Et si chacun se sent co-responsable du vivre ensemble, eh ben, c'est ça qui va permettre grandement d'éviter des actes d'incivisme et des attentats et tout ça. Alors on posait une question, le civisme ça coûte cher, mais l'incivisme ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et on l'a vu encore récemment le vendredi 13. Oui, très brièvement, c'est pour parler d'une des initiatives que nous avons eues à Paris Sciences et Lettres. Il y a maintenant 3 ans, 4 ans presque, on a créé un système qui sélectionne une petite centaine d'étudiants, qui est un mélange entre la prépa et l'université. Et il y a 45% de boursiers. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait qu'au cœur de Paris,
des jeunes qui avaient grandi quelquefois en banlieue, quelquefois à la campagne, quelquefois puissent être au cœur de ce patrimoine extraordinaire qui est Paris. Mais notre objectif maintenant, c'est pas d'en mettre 1000 ou 1500 au cœur de Paris, c'est que ce modèle-là qui marche très bien et qui transforme en 2 ans, 3 ans des jeunes qui sortent avec une licence et qui vont... on a la première promo qui est sortie, ils ont intégré des grandes écoles, ils sont partis à l'étranger, on fait en sorte maintenant que ce modèle soit répliqué ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de reproduire l'idée qu'on va tout faire au centre. Il va falloir qu'il soit reproduit à d'autres endroits, dans d'autres quartiers de Paris, en banlieue, peut-être dans d'autres villes. Et c'est la logique, je crois, qu'il faut avoir. Si c'est simplement pour faire au centre des choses décentralisées, ça ne touchera qu'une minorité. En revanche, si on a une logique d'essaimage, et je crois que pour l'éducation, l'essaimage, c'est absolument fondamental. Frédéric, au cours de nos conversations pour préparer cette table ronde, tu m'as dit que l'urbanisme a une dimension éducative. Donc je reviens sur la transformation que nous avons faite grâce au lapsus du thème de cette table ronde, le rapport entre comment est-ce que l'urbanisme doit influencer l'éducation au sens très 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 large du terme. Non, mais je crois que là-dessus, il n'y a plus trop de débat. Il y a un certain nombre de grandes mégalopoles dans le monde qui ont montré à quel point, qui étaient des métropoles avec des problèmes d'insécurité considérables, de mobilité considérable, d'éducation considérable, qui, en repensant leurs projets urbains, ont résolu tous ces problèmes. Donc franchement, je pense que le débat n'est plus trop de se poser la question sur le lien entre les deux, c'est de se dire comment on le fait. Parce qu'on est dans un pays où on pense beaucoup, mais ensuite on a du mal à passer de l'analyse et des bonnes pratiques à un mode plus opérationnel. C'est là que l'entrepreneur intervient. Oui, c'est là où les entrepreneurs interviennent en créant effectivement des nouveaux écosystèmes qui ont vocation effectivement à aider à penser ces nouvelles villes, parce qu'encore une fois, il y a des rapports dans tous les sens sur des concepts de ville intelligente et durable. Il y a effectivement aujourd'hui, à travers les plateformes collaboratives, une vision de ce qui se passe à travers le monde, des bonnes pratiques dans ce domaine à travers le monde qui sont extrêmement intéressantes. La question, c'est de dire comment on passe dans un mode d'action, comment on fait en sorte que nos métropoles, en France, en Europe, deviennent plus intelligentes, plus durables, plus résilientes. Et là, je pense qu'effectivement, il faut se doter de nouveaux écosystèmes, à la fois d'éducation, de formation, de création et d'expérimentation, qui soient en rupture avec les systèmes existants, qui sont probablement trop en silo, trop académiques, et d'où l'émergence effectivement d'écosystèmes comme The Camp. Je veux dire simplement d'ailleurs que par rapport au... et je pense d'ailleurs que ça passera, on parlait tout à l'heure de centralité, je pense que Carlos, tu parlais de Carlos Moneo le dit bien, le XXe siècle est celui des nations, le XXIe siècle sera celui des métropoles. C'est-à-dire qu'on voit bien que les problèmes ne seront pas résolus par le pouvoir central dans ces domaines, mais que c'est de la responsabilité des métropoles, donc au niveau local, que de prendre leurs responsabilités quant à la transformation de leur ville et de leur métropole. Donc les enjeux, ils sont effectivement au niveau local et de l'émergence d'écosystèmes qui aident ces métropoles à développer de l'expérimentation et de la transformation. Édouard. Très brièvement, pour prendre la même question sous un autre angle, ce qui est très frappant dans les universités telles qu'elles se développent aujourd'hui, sur ces nouveaux campus, il y a de la connectivité. Aujourd'hui, un étudiant, il peut suivre en instantané un cours qui se passe à l'autre bout du monde. Si ce cours est en streaming, il peut suivre des MOOC de partout. Mais il y a parallèlement, et je dirais même plus on connecte l'étudiant au monde, plus il a besoin d'un lieu.
c'est ce que vous voulez faire avec The Camp. Et ça, c'est un besoin très très fort. Il y a besoin d'un lieu, il y a besoin d'un campus, il y a besoin de connectivité humaine et non plus simplement technologique, c'est-à-dire de relations. De relationnel. C'est ce que m'avait dit une étudiante lorsque j'avais présenté un jour le campus numérique de l'école que je dirigeais. C'est très bien, monsieur, de nous connecter partout, mais où est-ce que je vais tomber amoureuse dans tout ça ? Et donc, ça dit bien le fond des choses, qu'on a besoin d'humains. Et ça, il faut y insister. On dit du local, on dit ce qu'on veut, mais le facteur local, le facteur d'organisation, le facteur de connexion humaine va être aussi important que la connexion au reste du monde. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que vous connaissez le Minerva Project ? Ah oui, c'est un projet passionnant. Je vois qu'on commence à en parler en France. D'ailleurs, c'est très bien. J'en ai parlé il y a très longtemps. C'est un projet très, très innovant et qui est vraiment... Dites-nous ce que c'est, s'il vous plaît. Alors, le Minerva, c'est un projet qui est né à San Francisco, qui recrute pour l'instant une vingtaine d'étudiants par promotion. Ils passent leur première année aux États-Unis et ils ont une sorte de collège, enfin de dormitory, dans lequel ils ont très peu de profs, voire pas du tout. Ils ont des cours en ligne et des tuteurs. Et les années suivantes, c'est un bachelor en 4 ans, selon le mode américain, les années suivantes, ils vont aller dans des grandes métropoles du monde et ils vont travailler beaucoup plus en mode projet, à plusieurs, en groupe, pour s'insérer dans leur environnement, tout en continuant à avoir de la formation en ligne. Alors c'est un projet qui fait rêver. Il y a un investissement considérable grâce à du fundraising dans la Silicon Valley. C'est un projet en même temps qui est expérimental. La question que je me pose à propos de Minerva, c'est si on peut se passer je dirais, de certains aspects des campus traditionnels, en particulier les moments de rencontre avec quelques grands enseignants. On ne pourra pas s'en passer complètement, on ne peut pas tout faire par le MOOC. En revanche, l'aspect projet, l'aspect groupe, l'aspect travail de terrain est absolument extraordinaire dans le projet. Et avec, si j'ai bien compris, il y a une sorte de centralisation, de réunion de matériaux d'éducation qui est valable dans le monde entier, et non seulement on envoie des gens de San Francisco dans le monde entier, mais il y a des groupes qui se créent partout, et donc on retrouve ce local, c'est-à-dire un lieu de rencontre physique un peu partout dans le monde, avec un enseignement qui est pensé de façon centrale. Et juste un dernier mot là-dessus, comme je perçois le projet, les étudiants, à un moment, ils vont commencer naturellement à dire, dans tout ce qui est online, tout ce qu'ils ont comme cours, ce qu'ils préfèrent. Ils vont commencer naturellement à dire, mais ça... Et leur meilleur prof, je dirais, ils auront envie de le rencontrer. Ça va être la logique aussi inattendue de ce projet. Alors hier, il y a eu, les débats ont commencé hier après-midi, il y a eu une discussion sur les suburbs, les périphéries qui sont conçues autour d'une seule fonctionnalité, essentiellement dormir, et c'est Cynthia Fleury, la philosophe, qui posait cette question. Alors la question par rapport à la ville, qui est quand même notre sujet, c'est où mettons ces campus physiques et qu'est-ce qu'on en attend dans la création d'un tissu urbain différent ? Frédéric. D'ailleurs, sur le débat d'ailleurs de savoir si on installe nos campus en ville ou à la campagne, là-dessus, il n'y a pas d'ailleurs de concurrence à avoir. Et là-dessus, moi j'ai toujours dit que tous les campus qui sont sur des cycles longs ont plutôt vocation à être dans les centres-villes, puisque quand vous avez des étudiants qui vont passer X années dans une université ou une école, on a du mal à imaginer qu'ils puissent le vivre à la campagne. Quand on a 20 ans, vous imaginez, d'ailleurs ceux qui ont passé par Jouy-en-Josas à HEC, ils savent ce que c'est que d'être excentré de la ville. Je ne pense pas que ce soit la solution, et d'ailleurs aux États-Unis, les grandes universités, elles sont au cœur des villes. Et inversement, quand on est sur des écosystèmes d'éducation, sur des cycles courts, ce qui est le cas de The Camp, puisqu'on n'a pas vocation, nous, à être diplômants, on est sur des post-graduates, sur des programmes exécutifs, sur des summer camps, donc on est sur des programmes très courts. Là, au contraire, on veut des lieux plutôt en dehors des villes pour que les populations qui vont vivre sur des rythmes extrêmement intensifs puissent être concentrées sur ce qu'ils font
Et donc, on a plutôt tendance à sortir des villes pour aller dans des lieux excentrés. On évoquait tout à l'heure la Singularity University indirectement à travers les transhumanismes. Bon, ben, ils sont dans les anciens locaux de la NASA. Ils n'ont pas besoin d'être au cœur de la ville, puisqu'ils sont sur des cycles aussi très très courts d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'à l'avenir, je pense qu'il faut renforcer, et nous on a eu tendance en France d'ailleurs à avoir des grandes écoles et des universités à l'extérieur. Ça a été, je pense, un mauvais choix, et donc l'objectif est de refaire venir dans nos métropoles, dans le centre des grandes universités, des grandes écoles, pour participer effectivement à ces enjeux et à ces espaces communs de ces futures villes intelligentes et durables, parce que ces écosystèmes sont extrêmement importants dans les villes. Et on laissera effectivement des écosystèmes sur des formats beaucoup plus courts le soin de s'installer en périphérie. Édouard. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas partir d'un seul modèle de campus et il ne faut pas essayer de définir a priori. Parce qu'il y aura des espaces quelquefois unifiés, puis quelquefois il y aura une pluralité de lieux. Il y a déjà une pluralité de lieux dans un espace urbain qui fait campus. Et l'important, c'est, je vois à Paris Sciences et Lettres, où on a des établissements qui sont sur tout Paris, la réflexion qu'on a en ce moment, c'est où est-ce qu'on va créer des lieux de rencontre pour les étudiants ? Parce que c'est bien beau de dire la mobilité, de leur dire vous aurez la possibilité de prendre 15% de vos crédits dans un autre établissement que celui où vous êtes inscrit. Bon, ça c'est bien, il faut le faire bien sûr. Mais il faut aussi des lieux de rencontre, des lieux de lieux de... Et où est-ce que vous les créez ? Où est-ce que vous envisagez de les créer ? Concrètement, je suis bien placé ici pour le dire, si j'ose dire, puisqu'on est en train de commencer à négocier avec la ville de Paris sur des lieux concrets, dans le quartier latin ou autour de Dauphine ou dans le nord, parce qu'on a aussi plusieurs établissements dans le nord de Paris. Voilà, mais cette pluralité des lieux, cette connexion entre les lieux, cette mobilité doit aller aussi avec une vision du campus dans la ville. En fait, c'est ça qui est le plus important. Et je suis tout à fait d'accord en même temps avec la distinction que vous faites. Il y a des phases intensives, il y a des phases post-graduate qui se déploient très bien. Il y a de l'executive education qui se déploie très bien dans un lieu qui serait plutôt à la campagne. Et puis de toute façon, on sait très bien que les villes naissent toutes à la campagne. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'une minute. Je voudrais que chacun d'entre vous nous donne une action concrète qui, à son avis, lui permet d'avancer sur cette question, l'éducation, la ville, la civilité. Un exemple concret, on va commencer par Max et on va terminer par Édouard. Concret, très bref, nous avons 28 secondes. Concret, très bref, c'est la génération du service civique. Ça renvoie d'ailleurs à l'initiative qui a été présentée par la start-up, ça boucle la boucle, c'est-à-dire qu'il y a des générations qui ont des idées sur la transmission du civisme. C'est pas seulement les anciens qui vont... Merci. Frédéric. Un exemple concret dans The Camp ou quelque chose qui tu t'es positionné comme entrepreneur qui faisait du concret par rapport à la tendance française à rester dans l'abstrait. Dis-nous quelque chose qui te paraît important à faire concrètement. Non, mais ce qui me paraît important, c'est pour développer ça, c'est entre autres de développer l'expérimentation. Je l'évoquais tout à l'heure, la France on a des chercheurs formidables qui ont toujours tendance à vouloir développer la meilleure technologie. Les Américains, ils ont toujours tendance à vouloir, eux, conquérir le monde, et quitte à avoir pas toujours la meilleure technologie. Donc il faut que, par exemple, dans les priorités très pratiques, c'est développer dans nos écosystèmes éducatifs et dans nos labos une dimension beaucoup plus d'expérimentation dans la ville pour développer le processus de transformation. Parfait, merci. Édouard ? Je vais être très, très concret. À Paris Sciences et Lettres, on a un cœur de campus dans le quartier latin. On s'est aperçu que les 5-6 établissements qui se jouxtaient l'un l'autre, ils avaient tous des grillages entre eux et ils se tournaient tous le dos. Donc, ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, c'est qu'on va enlever ces grillages et on va mettre des chemins entre les établissements pour qu'ils cessent de se tourner le dos. Voilà un très joli programme. Enlevons les grillages entre les écoles du cœur de Paris, entre les écoles et les citoyens, entre les citoyens. Merci beaucoup.